Bonjour à toutes et tous. C'est la deuxième édition de notre petite conversation au coin du feu, comme je m'y étais engagé, pour essayer de prendre un peu de recul par rapport au fracas de la semaine et de revenir sur à la fois l'actualité, notre actualité et les problèmes de fond. Et je voudrais vous prendre quelques minutes sur l'éducation, parce que j'ai présenté notre programme il y a une dizaine de jours maintenant. Beaucoup de sujets sont débattus, commentés, je continuerai à les porter. Mais le sujet de l'éducation, c'est le premier chantier que j'ai défini dans le contrat avec les Français. Pourquoi? Parce que je pense qu'en effet, si on n'arrive pas à mener la bataille pour l'éducation et la culture, on n'arrive pas à préserver, créer de manière concrète la cohésion nationale. Pour moi, l'éducation, c'est à la fois la transmission et l'émancipation. Je m'explique. On ne peut pas être libre, vouloir créer quelque chose de neuf si on n'a pas les outils, les armes pour pouvoir juger librement. Et on a besoin pour cela d'une vraie transmission. L'école, ça sert à ça. C'est pour ça qu'il faut une autorité, qu'il faut des savoirs, qu'il faut maîtriser les savoirs fondamentaux. Et en même temps, l'école est ce qui permet d'émanciper. C'est-à-dire, elle n'emprisonne pas, elle ne doit pas emprisonner dans ses savoirs fondamentaux les élèves. Elle doit, en enseignant, leur donner les moyens d'être libres et de choisir. Et pour moi, c'est le socle de ce qui est notre cohésion nationale, en ce qu'elle ne rétrécit pas, mais permet justement l'autonomie des individus et l'émancipation vraie. Donc l'école, c'est le premier chantier, la première bataille que je veux livrer. Pour ce faire, il y a à la fois des transformations en profondeur et un vrai engagement que nous devons porter, que j'ai présenté. Dans les zones d'éducation prioritaire, ce qu'on appelle les zones REP et REP+, là où on concentre les difficultés scolaires, les difficultés économiques et sociales, celles et ceux qui ont les plus grandes difficultés aussi à être intégrés, qui sont récemment arrivés parfois, dont les parents parlent mal français, on doit mettre beaucoup plus de moyens. On doit réussir, et c'est l'engagement que je prends, à diviser par 2 le nombre d'élèves par classe en CP et CE1. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire dans les 6000 classes préparatoires. Et dans les 6000 CE1, on va réduire le nombre d'élèves par classe à 12. Alors ça suppose d'investir, ça suppose en effet de créer, vous le voyez bien, 12 000 postes de professeurs des écoles. Pour créer ces 12 000 postes de professeurs des écoles, et j'ai vu les remarques, il y a Bertrand du Beauclard qui m'a mis « waouh, super », comment on fait en réduisant de 120 000 le nombre de fonctionnaires mystères. Ce n'est pas aussi simple et aussi caricatural. Les 12 000 postes que je propose, il y en a une bonne partie qui seront créés en utilisant les 60 000 postes créés durant le quinquennat qui s'achève, parce qu'on va définir des priorités. On n'a pas besoin de réduire le nombre d'élèves par classe partout. Dans des écoles favorisées, dans des écoles de centre-ville, dans des écoles où tout va bien et où les familles vont bien, il n'est pas nécessaire de diminuer le nombre d'élèves par 2 dans la classe. Tous les tests le montrent. Donc on va concentrer nos moyens sur justement les écoles des zones qui sont les plus en difficulté. Et il faudra en plus de cela recréer quelques postes. Et donc je vous le confirme, on va créer, on est en train d'affiner les chiffres et on le verra en gestion comme on dit, mais environ 4 à 5 000 postes de professeurs des écoles dans le quinquennat, ce qui est tout à fait possible. Et ce qui est possible parce que quand j'ai donné le chiffre de 120 000 fonctionnaires sur le quinquennat à venir, c'était un chiffre, comme je l'ai dit, de référence, mais de non-renouvellement. Je m'explique. On aura 500 000 fonctionnaires environ qui vont partir à la retraite durant les 5 ans à venir. Ce que je dis, c'est que sur ces 500 000, il y a environ 120 000 qu'on peut ne pas remplacer parce qu'on va faire des gains d'efficacité, on va numériser, on va réorganiser, on va donner plus de latitude sur le territoire. Je pense que je suis modeste en disant cela. On peut sans doute faire plus, mais il faudra voir à l'usage et il faudra surtout vraiment moderniser les procédures. Mais quand je dis ça, je prends en compte les créations de postes dont on a besoin dans la police, dans la gendarmerie, dans la défense, dans la justice et dans l'éducation nationale, sans aucun problème. Parce qu'on a beaucoup de départs par ailleurs. Je voulais qu'on soit clair entre nous sur ce volet-là. Mais donc vous le voyez bien, pour moi le premier axe pour l'école, c'est vraiment de réussir à mettre l'effort
l'accent sur les écoles les plus en difficulté, parce que ce sont dans ces zones d'éducation prioritaire qu'on a beaucoup d'élèves qui arrivent en CM2 sans savoir lire, écrire, compter. C'est 20% en moyenne dans le pays. C'est parfois 50 à 60% dans ces quartiers qui sont les plus en difficulté. Parce qu'encore une fois, on y a concentré tous les problèmes. Ensuite, on a besoin de donner plus d'autonomie, de mieux valoriser les enseignants. Alors qu'est-ce que je veux dire par là? Pas du tout les bêtises que j'ai pu entendre par ailleurs, qui consistaient à dire c'est la grande libéralisation de l'école, ça va être terrible, les meilleurs vont aller vers les meilleurs, etc., etc. Non, il y a un cadre. Et donc, ce sera de la liberté dans un cadre, mais plus d'autonomie. Aujourd'hui, on n'affecte pas des enseignants qui choisissent, qui veulent, qui sont expérimentés dans les zones d'éducation prioritaire ou dans certains quartiers qui sont les plus difficiles. On gère tout cela de manière un peu bureaucratique, sans vraiment encourager les plus volontaires à aller dans ces zones en difficulté. Je veux qu'on fasse l'inverse. C'est-à-dire qu'il y ait d'abord un projet pédagogique, que le directeur de l'école, ce qu'on appelle la communauté pédagogique, donc les enseignants, construisent un projet. Ils disent, voilà, nous on a ce défi, voilà les moyens dont on a besoin et ce qu'on veut faire. Et que sur la base de ce projet, on permette de recruter, donc dans un cadre qui aujourd'hui existe et qu'il faut assouplir, eh bien, recruter les enseignants qui disent, moi, ce projet m'intéresse, je veux bien participer avec vous. Et les payer nettement plus, parce qu'ils vont dans des zones plus difficiles. Et donc, il y a un projet pédagogique, on va enseigner différemment, voilà les moyens qu'on va mettre, voilà comment on va s'organiser. C'est nous qui le portons. Qui est prêt à partager ce projet? On recrute sur cette base-là, qui est une base du coup d'engagement, et on paye davantage et nettement davantage des enseignants plus expérimentés et plus motivés. Sinon, on se retrouve dans les zones d'éducation prioritaire avec bien souvent des enseignants qui subissent, donc qui sont moins expérimentés, qui ont une petite prime mais qui n'est pas vraiment substantielle, avec un projet qui n'est pas toujours porté, même s'il y a des établissements absolument remarquables où il y a un vrai projet d'établissement, mais ce n'est pas systématique. Et du coup, avec des taux d'absentéisme à la rentrée qui peuvent être non négligeables, on l'a encore vécu la rentrée dernière. Donc cette réforme, je veux la faire avec les enseignants, en reconnaissant l'importance de leur travail, en leur donnant plus de latitude sur place, mais en leur permettant aussi d'avoir les moyens de le faire et de reconnaître cela. Et je tiens à dire à tous celles et ceux qui doutent, ou qui parfois font des caricatures, vous savez, notre système, il est de toute façon en train d'être libéralisé. Parce que tous ceux qui le peuvent sont en train, dès qu'il y a des problèmes dans l'école publique, de mettre leurs enfants dans l'école privée. On le voit depuis 10 ans, de plus en plus. Et on voit des écoles privées hors contrat se développer, quelle que soit la confession, parce qu'on a cette crise dans l'école publique. Moi, je ne m'y résous pas. Et donc, si on veut y répondre, il faut aussi donner les moyens à l'école publique de se moderniser, de reconnaître le rôle des professeurs, de les valoriser davantage, de les payer davantage, et de porter le projet éducatif. Ce n'est pas à quelqu'un de le porter tout en haut et de le co-gérer avec les syndicats. C'est ça qui, pour moi, est vraiment très important. Donc, vous voyez, je ne vais pas m'étendre au-delà du raisonnable sur ce sujet, mais cette réforme, elle est très importante parce qu'elle est ce qui permet de construire, encore une fois, la transmission et l'émancipation. Et si on ne reconnaît pas le rôle essentiel des professeurs dans ce contexte, on rate quelque chose. On n'arrivera pas à conduire en profondeur cette réforme. Oui, j'ai vu aussi ce commentaire de Reine Adida qui parle d'école et de plus de numérique. Nous avons dans le programme également proposé beaucoup de choses pour le numérique. Pas pour remplacer les professeurs. Ça n'arrivera jamais parce que je pense que la relation personnelle, individuelle, n'est pas de nature à être remplaçable par le numérique. Mais pour permettre d'enrichir la manière d'enseigner, pour permettre d'éviter que l'enseignant perde du temps à répliquer des enseignements un peu standards, que l'élève peut aller voir directement par le numérique et se concentre sur vraiment ce qu'il y a de plus pédagogique, de plus important. On a fait beaucoup de propositions sur le numérique et l'école, à la fois parce que le numérique va changer la manière d'enseigner, en permettant de la facilité, d'améliorer le temps hors de l'école, l'interactivité, et encore une fois de concentrer le temps de l'enseignant sur les conseils, de guider, de remettre en contexte, de redonner du contenu, une perspective, mais pas forcément la matière brute. Et aussi parce qu'on a besoin d'un enseignement du numérique. On va continuer tout le développement des écoles du numérique parce que accéder au savoir du numérique, au codage, se repérer dans l'univers numérique, c'est aussi redonner la capacité à s'émanciper aux jeunes et aux moins jeunes.
et donc à rebondir, à créer des formes d'activité, à changer aussi leurs pratiques, que ce soit leurs pratiques sur un savoir ou leurs pratiques professionnelles. Donc le numérique sera un volet important pour nous aussi de notre transformation de l'école. Un dernier mot peut-être, c'est sur l'orientation. On a besoin de renforcer l'orientation au collège, au lycée, si on veut là aussi corriger les inégalités. Je pense que c'est absolument indispensable, parce que sinon, ce sont les familles qui conseillent. Et les familles, quand elles sont modestes, quand elles viennent d'arriver en France, quand elles sont en difficulté, elles n'arrivent pas à donner toujours les bons conseils à leurs enfants. Et c'est là que les inégalités se recréent. C'est là qu'on a des familles où un enfant réussit très bien à l'école, ses parents lui disent « tu fais comme nous », alors qu'il pourrait faire encore mieux, ou n'arrivent pas vraiment à l'aider à se repérer dans ce maquis. Donc moi je suis pour qu'on mette beaucoup plus d'orientation dès le collège, en troisième, en faisant venir le post-bac, les filières d'apprentissage, les filières techniques, les filières professionnelles autour de la table pour expliquer justement aux élèves tout ce qui existe et ce vers quoi ils peuvent aller, les sensibiliser davantage au-delà du stage qui existe aujourd'hui. Et en seconde, en première et en terminale, dans tous les établissements, on doit encore renforcer cela. Ça commence à se faire, mais insuffisamment. Un tout dernier mot, parce que je ne veux pas non plus oublier ce point qui est très important dans notre réforme de l'école. C'est le problème des études dirigées et de l'ouverture des établissements. Comment on reconstruit l'égalité des chances en empêchant que les inégalités se reproduisent dans le temps qu'on laisse aux familles. Quand vous êtes dans une famille qui s'occupe de vous, qui a les moyens, eh bien, vos parents, quand vous rentrez le soir, s'occupent de vous. Vous font faire les devoirs, ou vous payez des profs pour faire les devoirs, ou vous payez des établissements où vous pouvez faire des cours de maintien, de soutien, etc. Les inégalités, elles se recréent là. Parce que quand on vient d'un milieu modeste, quand on vient d'une famille qui est plus en difficulté, ou pour laquelle ce n'est pas forcément important l'école, on sort de l'école, et puis plus rien. C'est pour ça que je veux qu'on rouvre les écoles jusqu'à 18h, 19h, 20h, ça dépend des villes et des besoins, mais qu'on ait vraiment ces études dirigées, où on fera d'ailleurs venir des étudiants et des enseignants retraités, qui d'ailleurs sont prêts à faire ça. Et pour les étudiants, c'est important de valoriser cela. Ce sera dans la maquette pédagogique, moi j'y tiens beaucoup. Et parce qu'on aura comme ça de la présence pour accompagner, pour faire les devoirs dans un espace protégé où on sait qu'on a le calme qui est l'école. On ne rentre pas dans un appartement où il y a beaucoup de monde, où il y a du bruit, où il y a parfois la famille ou les voisins qui empêchent de travailler ou être livré à soi seul. Et de la même façon, je crois aux stages d'été qui permettent, parce que dans ce laps de temps du début juillet, mi-juillet jusqu'au début septembre, c'est pareil, c'est formidable quand on a des familles qui peuvent payer des stages, vous emmener en vacances ou des grands-parents ou que sais-je. Mais il y a des millions de jeunes qui restent dans leur quartier, à qui on ne peut pas payer le centre aéré, qui n'ont pas de cours, qui ne vont pas en vacances. C'est très important qu'on puisse proposer des stages dans le cadre de l'éducation nationale, de soutien, de rattrapage l'été. Là aussi, avec des enseignants sur une base volontaire, mais avec également des retraités de l'éducation nationale, avec des étudiants qui aujourd'hui peuvent être davantage mobilisés, parce que c'est un élément de justice, d'égalité des chances, et c'est ça le rôle de l'école. Et on doit continuer cette bataille de la République. Cette semaine au Murau, j'ai eu l'occasion de rencontrer beaucoup de gens, d'ailleurs des jeunes, des très jeunes, d'un enthousiasme formidable, les acteurs de la ville, la mairie, des jeunes entrepreneurs. Il y a eu une rencontre avec Anina, qui a d'ailleurs écrit un livre qu'elle m'a offert, un très beau livre, sur sa vie de jeune femme tzigane. Et l'histoire d'Anina, c'est celle d'une jeune roumaine, rome, qui a fait l'objet avec sa famille, évidemment, mais du racisme ordinaire en Roumanie, ailleurs en Europe, et qui est arrivée en France, qui a vécu le pire, la mendicité, les bidonvilles, et qui est en train de s'en sortir. Elle est étudiante en droit à la Sorbonne aujourd'hui, avec une envie farouche de réussir. Elle vient d'écrire un livre. Et c'est un exemple formidable de ce que l'école peut faire et sait faire. C'est-à-dire de libérer, de permettre de réussir, de permettre de sortir de sa condition première, de sa vie familiale, et de se libérer. Et c'était très fort cette rencontre, à la fois ses mots, sa détermination, sa volonté d'y arriver, et puis maintenant de défendre les intérêts, la voix de toutes celles et ceux qui se retrouvent dans cette situation qu'elle a vécue.
Voilà, je voulais revenir après une semaine qui a été trépidante et qui a été aussi bousculée par d'autres péripéties au fond beaucoup moins importantes, les caricatures, les invectives, les petites polémiques. Bon. Nos adversaires ont décidé de se perdre dans beaucoup de choses parce qu'ils n'ont plus grand-chose à dire. Donc on va les laisser se débattre avec tout cela, en invectives puis en excuses. On va les laisser s'enfoncer. Nous, on va continuer à répondre aux problèmes de nos concitoyens, aux sujets dans leur profondeur. Et l'école, vous l'avez compris, c'est ce premier chantier. Merci beaucoup et à dans quelques jours. Je suis Emmanuel Macron. Si vous partagez notre projet, partagez cette vidéo.